je suis Valérie, naturopathe et nutritionniste spécialiste en alimentation inflammatoire. Je vous accompagne pour les maladies auto-immunes, inflammatoires chroniques. Alors c'est vrai que le titre de la vidéo est un petit peu choc. C'est une vidéo en fait de réflexion parce que je me suis posé la question, c'est vrai que nous vivons dans une époque où avec les avancées technologiques et industrielles, ça nous a apporté effectivement un confort mais indéniable et extraordinaire. Mais à quel prix sur notre santé? Et dans cette vidéo, j'ai abordé en fait tous les facteurs qui, de notre quotidien, de notre vie moderne finalement, nuit négativement à notre bien-être. Donc, n'hésitez pas, et je vous remercie par avance, à commenter à la fin de la vidéo sur tous les points que j'ai abordés. Voilà, partagez votre opinion là-dessus et comme d'habitude n'oubliez pas de liker le pouce en haut, de partager pour que voilà, la connaissance arrive au plus grand nombre et de souscrire bien entendu si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors nous allons déjà commencer par le premier facteur néfaste sur notre santé, c'est bien entendu les effets, les conséquences du sucre. Alors les régimes qui sont riches en sucre ajouté contribuent significativement à la résistance à l'insuline. J'en parle souvent dans mes vidéos parce que tout ça, ça mène au diabète. Et pour juste parler de statistiques, l'American Heart Association recommande pour la consommation de sucre par jour 6 cuillères à café, soit environ 25 grammes par jour maximum pour les femmes, et 9 cuillères à café, soit 36 grammes pour les hommes. Et donc, on voit bien qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sont au-delà de ces recommandations. Sachant que, bien entendu, une consommation excessive de sucre, c'est lié à l'obésité, c'est lié à des niveaux élevés de cholestérol et un risque accru de maladies cardiaques. Et si on repart en France, ces problèmes de santé qui sont liés à la consommation excessive de sucre et d'aliments transformés, j'en reviendrai plus tard, sont de plus en plus préoccupantes. Pourquoi? Parce qu'il y a environ 11% des décès dans notre pays qui sont attribués à une alimentation inadéquate. Et donc ça, c'est même devant l'alcool et le tabac, pour vous dire. Alors je passe au deuxième danger caché, c'est les aliments transformés. Alors déjà, on va définir qu'est-ce qu'un aliment transformé, parce qu'il y a beaucoup de personnes que je suis qui me disent oui, mais qu'est-ce qu'un aliment transformé? Pour moi, c'est tellement évident que je le définis pas. Alors, je vais le définir vraiment la plus simplement possible. C'est dès qu'un aliment se trouve dans un emballage, dès que c'est un aliment qui n'est pas vivant, voilà, c'est un aliment transformé. Dès qu'il y a des conservateurs, tout ça, pour étendre la durée de vie du produit, c'est par définition un aliment transformé. Vos chips sont des aliments transformés. La charcuterie est un aliment transformé. Je sais pas, les Häagen-Dazs, je suis désolée pour eux, mais voilà, tout ça est transformé. Faut mieux se prendre un bon extracteur de jus et faire ses sorbets maison. C'est au moins ça préserve les nutriments du fruit et pouvait avoir le côté glacé, parce que je comprends qu'en pleine canicule, on a envie de frais, de glacé, voilà. Donc, pourquoi je parle de ces aliments transformés? Parce que les aliments transformés, ils sont riches en sucre raffiné, en glucides, et donc ça va provoquer des pics de glycémie et des réponses inflammatoires dans l'organisme. Et donc, ces fluctuations de glycémie, elles peuvent perturber le métabolisme global du corps, entraîner cette fameuse résistance à l'insuline dont je parle toujours, qui découle en fait en général, qui a pour conséquence le risque de diabète de type 2. Donc on a aussi dans les aliments transformés tout ce qui est graisse trans, donc tout ce qui est les produits de boulangerie industrielle, les margarines, tout ça augmente les niveaux de cholestérol LDL, qui est le mauvais cholestérol. Ça stimule la production de cytokines inflammatoires, donc ça induit tout ça, l'inflammation chronique dans le corps, ok? Donc, dès qu'on parle de graisse saturée, dès qu'on parle de viande transformée, tout ça, forcément,
Ça génère de l'inflammation, des maladies cardiovasculaires. Les conservateurs, j'en ai un petit peu parlé, qui sont utilisés tels que le BHT, c'est un nom barbare que je pourrais même pas prononcer, mais bon, je vais quand même essayer. C'est le butylhydroxytoluène et le TBHQ, qui est le butylhydroquinone. Donc, dès que vous voyez des noms complètement barbares, imprononçables, méfiez-vous, fuyez tout simplement. Et puis après, il y a les colorants aussi qui sont dans les produits transformés, les arômes artificiels. Et ben tout ça, ça va générer des réactions inflammatoires, des problèmes de santé comme l'asthme, les réactions allergiques. Et en dernier lieu aussi, dans les produits transformés, j'ajouterais aussi tout ce qui est huile végétale, les huiles végétales inflammatoires, telles que l'huile de soja, l'huile de maïs, qui sont riches en oméga 6. Donc ça déséquilibre le ratio oméga 3, oméga 6, et donc ça induit de l'inflammation. Donc oui, faites bien attention. Donc tous ces aliments transformés, forcément, c'est comme je le dis encore, c'est un risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète, de type de certains cancers. Donc on le sait maintenant, tout ce qui est viande transformée ont été classés comme cancérigènes. Et ils sont associés à des cancers comme ceux du côlon, du pancréas, du sein. Enfin, moi, par exemple, je sais que j'adorais la quiche, la quiche classique, où on mettait du jambon. Et malheureusement, voilà, le jambon, c'est une viande transformée. Du coup, j'ai arrêté de faire la quiche lardon jambon, parce que soit le lardon, le jambon, voilà, ça reste de la viande transformée. Donc voilà, après, faut choisir entre le goût et la santé. Voilà, donc moi j'ai fait mon choix et je vous incite, maintenant que vous avez l'info, à faire votre choix. Et puis après, il y a tout ce qui est inflammation prolongée aussi, ça affaiblit le système immunitaire, donc ça rend l'organisme plus vulnérable aux infections, ça ralentit la guérison. Donc dès que vous générez de l'inflammation avec ces produits-là, ça crée également un dommage articulaire et tissulaire, puisque quand en fait, pour toutes les conditions, par exemple, tout ce qui est arthrite, tout ça, donc c'est une inflammation chronique, mais qui impacte voilà les articulations, les tissus. Donc voilà, donc attention, vraiment consommer de façon vraiment exceptionnelle ces aliments transformés. Il faut vraiment pas que ce soit une consommation régulière pour justement éviter tous les risques dont je vous ai parlé. Et puis pour finir sur les notes un peu scientifiques, parce que j'aime toujours faire mes vidéos en étayant les dernières données scientifiques, il y a une étude qui a montré qu'en fait une augmentation de 10% de ces aliments transformés dans votre alimentation, elle est liée à une hausse de 12% du risque de maladies cardiovasculaires, en plus de symptômes dépressifs. Donc non seulement voilà, ça ne vous fait pas du bien au niveau métabolisme, mais en plus ça peut rendre dépressif, pour vous dire. Donc attention donc. Et puis après, on va parler au troisième facteur néfaste. Ça va être la cigarette. La cigarette, c'est aussi un gros problème parce que c'est une des principales causes de maladies cardiaques, de cancer notamment du poumon, de maladies respiratoires chroniques, et le tabagisme, il contribue aussi à une réduction significative de l'espérance de vie. Donc, faut le savoir, chaque fois que vous allumez votre cigarette, vous êtes en train de vous supprimer quelques mois de votre espérance de vie, voire quelques années. Et puis, ça induit forcément une mauvaise qualité de vie qui ont des effets secondaires à long terme. Donc, on estime en France que le tabagisme est responsable de tout de même 76 000 décès par an. 76 000 décès par an, c'est pas rien tout de même. Donc pensez-y. Si vous avez pris comme résolution d'arrêter de fumer, j'ai envie de dire bravo et sage décision. Quatrième effet négatif, c'est bien entendu la sédentarité. Alors, le manque d'activité physique, c'est un facteur de risque majeur pour des conditions telles que, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, certains cancers.
Et en plus, il y a certaines données maintenant qui démontrent que cette sédentarité, elle est impliquée dans une augmentation du risque de mortalité prématurée. On estime en 2019 qu'il y a environ 40 000 décès annuels en France qui étaient attribués à la sédentarité et à l'inactivité physique. Et donc ce chiffre, bien entendu, il inclut les décès cardiovasculaires, diabète type 2 et certains cancers. Donc on finit par ce paragraphe en disant bouger. Bouger. Je dis toujours que le mouvement, c'est le début de la guérison. Plus votre corps est en mouvement, mieux il se porte. D'ailleurs, nos ancêtres n'avaient pas la voiture. Nos ancêtres, voilà, ils marchaient plus finalement. Ils avaient moins de problèmes d'inflammation chronique que nous parce que nous, si on a le choix entre les escaliers et l'escalator, on va prendre l'escalator. Si on a le choix entre marcher ou prendre sa voiture, on va prendre la voiture. Donc voilà, pensez-y, sortez de votre zone de confort, bougez. Cinquième facteur, ça va être les écrans, les effets négatifs des écrans. Alors oui, si l'utilisation excessive des écrans est liée à des problèmes de santé, notamment de plus en plus malheureusement chez nos jeunes enfants, et ça je trouve c'est triste quand même, parce qu'il y a cette addiction très très tôt, de plus en plus aux écrans, d'iPad, de smartphone et tout. Donc faut savoir que tout ce qui est écran, ça fatigue vos yeux, hein, ça crée des troubles de sommeil, hein. C'est pour ça que je dis toujours éteignez vos écrans au moins 1 heure avant de dormir, parce que maintenant on le sait au niveau scientifique, on le mesure que voilà, ça, avec la lumière bleue, c'est vraiment pas bon de rester sur son téléphone ou de consommer des écrans avant de dormir. Et puis il y a une augmentation du stress parce que finalement on est tellement hyperactif sur nos téléphones que finalement, surtout pour les adolescents, ils sont encore plus addicts. Donc c'est une population malheureusement, ces enfants qui sont plus vulnérables aux effets néfastes des écrans sur leur développement et sur leur bien-être mental. Donc pensez-y, notamment pour je pense les parents. Moi-même j'ai été parent d'un petit et je sais que c'était un peu le combat parfois pour l'éloigner des écrans, mais le mieux c'est vraiment trouver des activités en extérieur, sociabiliser au maximum, trouver lui une passion, je sais pas, un sport, un instrument de musique pour qu'il puisse être en maximum en dehors de la maison, parce qu'en général, les écrans sont à la maison quand il s'ennuie. Donc, c'est vrai qu'un enfant qui s'ennuie, c'est un enfant qui va rester devant l'écran. D'ailleurs, je le vois moi-même avec mon ado. Voilà, plus il s'ennuie et plus il est devant son écran, et moins il s'ennuie, plus il a son sport à faire, ses copains à voir ou quelque chose à faire, forcément, il n'est pas devant ses écrans. Donc, voilà, donc éloignons-nous au maximum de nos écrans, d'autant que il y a aussi l'impact au niveau du cerveau. J'en ai peut-être pas parlé, mais j'avais vu dernièrement une très très bonne spécialiste en neurosciences qui disait qu'en plus ça affectait notre cerveau de façon négative. Donc voilà, éloignons-nous des écrans au maximum quand on peut. Bien entendu, je sais bien que c'est pas toujours facile. Moi la première. Alors, effet négatif numéro 6, ça va être la solitude. Et la solitude chronique, attention, il y a la solitude, celle qu'on a choisie et celle qui est entre guillemets imposée, voilà, parce qu'on n'a pas le choix. Donc c'est pour ça que quand je parle chronique, c'est plutôt celle qui est imposée à soi. Ça a des effets mais dévastateurs sur la santé mentale et physique. Y compris, ça induit une augmentation du risque de dépression, une augmentation du risque d'anxiété, de maladies cardiovasculaires. Donc, on est dans une société dans les pays développés. Donc, je le sais parce que moi-même j'ai grandi, j'ai eu toute mon enfance et mon adolescence
sur un autre continent en Afrique. Et donc, du coup, on a nous, en Afrique, cette espèce ce sens de communauté qui fait que finalement, en fait, ça, c'est vraiment le point fort de l'Afrique, c'est que les gens ne sont jamais, jamais seuls. Il y a toujours même trop de monde, et ils ont même trop de sollicitations au niveau social. Nous, ici, dans les pays développés, Europe, États-Unis et compagnie, c'est le contraire, puisque on n'a pas de sens de communauté comme dans les pays africains, asiatiques ou indiens, etc. Les familles sont de plus en plus éloignées. Voilà, les enfants appartenant à un certain âge vont étudier ailleurs, se marient ailleurs, s'installent ailleurs. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a un gros problème, ou même parfois, même les jeunes. Hein, j'étais surprise de voir dernièrement une étude qui disait que aussi les jeunes, s'ils sont loin de leur cercle familial, s'ils sont loin de leur cercle familial pour des raisons d'études et tout, ils se retrouvent finalement seuls s'ils n'ont pas réussi à établir un cercle social avec des amis. Donc, ça devient vraiment un problème, cette solitude en Europe, dans les pays développés en général. Et ça induit beaucoup d'isolement social. C'est vraiment nocif. Mais c'est même des études montrent que l'isolement social est même tout aussi nocif que des facteurs comme le tabagisme et l'obésité. C'est-à-dire que qu'il y a une étude qui a été réalisée en Europe qui montre que la solitude augmente le risque de mortalité prématurée de 26%. C'est fou, quoi. Et je le sais notamment parce que j'avais vu pareil une autre vidéo, mais ça concernait, il me semble, c'était un professeur d'Harvard qui avait fait une très très belle étude sur 50 ans et qui s'était aperçu que ce problème de solitude avait émergé lors de l'apparition de la télé dans notre mode de vie moderne. Et puis graduellement, là, avec les réseaux sociaux, c'est à son pic au niveau de la solitude parce que les gens passent de plus en plus de temps derrière leurs écrans au lieu d'avoir des vraies interactions sociales, surtout les jeunes. Et il avait parlé d'une étude qu'il avait faite justement plus de 50 ans où il avait démontré que le fait de vivre seul à partir d'un certain âge, enfin de cette solitude chronique, entraînait plus d'effets dévastateurs au niveau des maladies cardiaques ou le fait d'avoir un risque pas d'AVC, heart attack, une crise cardiaque, pardon, désolé, j'ai oublié le mot qui m'échappait. Donc voilà, ça avait plus d'impact d'avoir une crise cardiaque quand on est seul et le fait d'être seul pendant des longues années ou avec une solitude imposée, comme je le disais, c'est plus néfaste d'être seul que limite de fumer de façon occasionnelle. Donc pour vous dire. Donc je finis sur ce point-là en disant juste chérissez vos liens sociaux, que ce soit avec vos amis, votre famille, vos collègues, si vous en avez des sympas. Voilà, chérissez-les. Et puis si vous êtes seul, parce que moi ça m'est arrivé d'être seul, alors prenez en main votre vie. Je veux dire, organisez-vous des sorties. Maintenant vous avez plein d'applis pour faire des rencontres amicales, donc allez-y. Voilà, sortez encore de votre zone de confort et nouez des liens sociaux, c'est extrêmement important. Alors, je continue par une autre conséquence négative de notre mode de vie moderne. C'est bien entendu le stress. Alors, le stress chronique dans les sociétés occidentales, il augmente les niveaux de cortisol. Qu'est-ce que c'est le cortisol? C'est une hormone qui peut perturber de nombreux systèmes corporels, y compris le système immunitaire, le système digestif et la santé mentale.
Donc, attention au stress prolongé qui est lié à une multitude de problèmes de santé chroniques. On estime qu'en Europe, le stress chronique est un facteur majeur de maladies cardiovasculaires encore et encore. Donc, on estime que à travers les maladies cardiovasculaires dues au stress, c'est quand même responsable de 1,8 million de décès chaque année dans l'Union européenne, ce qui représente 36% des décès. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça, waouh, c'est fou, quoi. Donc, que faire? Que faire maintenant qu'on a conscience que voilà, il y a ce stress qui est comme potentiellement une bombe sur l'impact de notre santé. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de stress. Moi, je dirais qu'en numéro 1, de ce que je vois, en tout cas, des personnes que je côtoie ou que j'accompagne, ça va vraiment être le stress professionnel. Le stress professionnel, c'est ce que je dis toujours. À un moment donné, il faut se dire si la situation devient trop critique, si on a un employeur qui est absolument infect, ou alors des collègues, ou un environnement qui est hostile, ou alors qu'on n'aime vraiment pas son travail, et peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est moi ou c'est eux? C'est-à-dire qu'une entreprise pourra toujours vous remplacer. D'ailleurs, si elle poste une annonce d'emploi pour vous remplacer, je pense qu'en 2 semaines, c'est plié. Vous vivez dans ce corps qui vous est unique, qui vous est propre, et vous allez vivre dans ce corps jusqu'à la fin de votre vie. Donc, priorisez-vous. Vous êtes la priorité, ok? Donc ça, c'est le numéro 1, c'est le stress professionnel. Et après, il y a le stress émotionnel. Le stress émotionnel, ça, c'est celui qui est dû aux épreuves de la vie. On est tous passés. Le stress émotionnel, ça peut être suite à un divorce, ça peut être suite à une séparation, à un problème familial, enfin bref, il y a 10 000 raisons à avoir un stress, à un décès qui nous a impactés. Enfin, voilà, c'est surtout il y a des gros, maintenant on le sait, il y a beaucoup enfin notamment j'ai eu le cas, pas mal de personnes qui ont développé des maladies auto-immunes, mais après un décès, parce qu'il y a une notion de perte et quelque part, c'est comme si le corps de cette personne-là avait refusé de continuer. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, donc il y a cette notion de perte de stress émotionnel suite à un décès. C'est vrai que ça, c'est énorme. Dans ce cas-là, j'ai envie de me dire, n'hésitez pas à vous faire accompagner. On est humain. Il faut à un moment donné reconnaître qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de se faire accompagner par un psychologue, par un thérapeute, par vraiment quelqu'un de professionnel, de confiance qui peut nous tirer vers le haut, et puis à peut-être lâcher les émotions avec ses proches, vraiment se faire entourer. C'est vraiment le mot. Ne restez pas seul face à votre épreuve et faites-vous entourer. Voilà, donc ça c'était le point pour le stress. Huitième conséquence de qui a des effets négatifs sur notre bien-être, sur notre santé, dans notre mode de vie moderne, c'est les antibiotiques et le pouvoir de Big Pharma. Alors là, je dois dire les choses sans trop les dire, parce que bon, j'ai pas envie de me faire que ma chaîne se fasse sauter entre guillemets. Mais juste pour résumer, l'utilisation excessive d'antibiotiques, ça contribue à la résistance aux antibiotiques. Ça, on le dit pas assez, donc il faut faire attention à ne pas massivement utiliser les antibiotiques, parce que vous mettez votre corps dans une résistance aux antibiotiques, et donc ça fait que vous allez être plus vulnérable aux infections bactériennes qui vont être plus difficiles à traiter.
Et en plus, plus vous consommez de façon régulière les antibiotiques, plus ça affecte votre microbiote, sachant que le microbiote, c'est tout de même plus de 60% de votre système immunitaire. Vous affaiblissez, pardon, votre système immunitaire en prenant régulièrement des antibiotiques. Donc faites attention. Euh, Prenez, accompagnez toujours la prise d'antibiotiques par des probiotiques pour après, en tout cas par la suite, voilà, prenez, une fois que vous finissez vos antibiotiques, prenez des probiotiques pour vraiment restaurer votre flore intestinale. Et puis, on le sait maintenant, l'influence de Big Pharma sur les politiques de santé, ça mène à ce que j'appelle une surprescription des médicaments. Et ça, malheureusement, c'est au détriment des traitements qui pourraient être plus holistiques, plus préventifs. Voilà, il y a beaucoup de petites choses qu'on pourrait mettre en place en amont par la naturopathie avant d'aller voir son médecin. Donc, qui pourrait justement nous prévenir de maladies voilà. Mais bon, on ne le met pas en place parce qu'on a été éduqué autrement. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit changer. Et puis après, sans entrer trop dans le détail, parce que bon, j'avais fait déjà une vidéo qui avait été sautée à l'époque, c'est au niveau du vaccin du COVID, voilà, qui, on le sait maintenant, apporter plus de mal que de bienfaits. Et les langues commencent peu à peu à se délier sur le sujet. Moi, j'accompagne encore des personnes qui ont qui ont eu des neuropathies, des petites fibres après le vaccin ou des problèmes hormonaux. Voilà, donc ça, c'est extrêmement, extrêmement dur. Et maintenant, il y a aussi un cardiologue qui est très, très connu en Angleterre, qui vient de sortir aussi un livre en disant que ça avait des impacts au niveau du cœur, donc, puisque son père a été décédé d'un problème cardiaque et que son père était médecin en très bonne santé, faisait attention à lui, et donc du coup il a sollicité des études, il a vu pas mal de confrères, et donc ils ont identifié ce problème cardiaque du vaccin, mais bien entendu personne n'en parle. Bref, donc je continue. Alors le rôle aussi numéro 9, donc on est sur le point numéro 9 de cette vidéo, c'est le rôle de la pollution sur la santé, qui impacte bien entendu de façon négative. Quand je parle de pollution, il y a la pollution de l'air, il y a la pollution sonore, il y a la pollution visuelle. Donc tout ça, ça affecte le métabolisme général, c'est lié à des conditions telles que l'asthme, les maladies cardiaques, le stress chronique. Et la pollution de l'air, elle a des effets graves sur la santé humaine. Ça représente quand même un des principaux facteurs de risque de mortalité à l'échelle mondiale. Par exemple, en 2021, on estime que la pollution de l'air a causé environ 8,1 millions de décès dans le monde, et que ça devient en fait le deuxième facteur de risque de décès dans le monde. C'est un chiffre qui est juste énorme, mais c'est triste, mais c'est vrai que quand on voit voilà, on sait que toutes ces principales maladies qui sont liées à la pollution de l'air, ça inclut bien entendu les problèmes de cœur, donc les maladies cardiaques, les AVC, le diabète, le cancer du poumon, les maladies respiratoires chroniques, comme la BPCO. Enfin bon, il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce problème de pollution de l'air. Et pour vous parlez de la pollution de l'air. En fait, il y en a deux principaux. Il y a la pollution de l'air ambiant. Donc, celui-ci, il est provoqué par la combustion des combustibles fossiles, tels que les véhicules, les centrales électriques, les industries. Donc là, en fait, cette pollution est responsable des particules fines, de dioxyde d'azote. Et là, ça pénètre dans vos poumons et ça crée une inflammation et des maladies respiratoires. Et puis après, il y a une deuxième pollution dont on a peut-être moins conscience. C'est la pollution de l'air domestique. Et là, c'est plutôt quand vous utilisez des combustibles solides comme du bois, du charbon, du kérosène pour la cuisson ou le chauffage. Mais maintenant, on a quand même de moins en moins ce problème, je pense,
en tout cas dans les pays développés, en tout cas dans les pays africains, je sais qu'ils utilisent encore beaucoup de charbon et donc c'est extrêmement polluant. Mais dans les pays développés, voilà, cette pollution, en tout cas de l'air domestique, elle est, je pense, beaucoup plus gérée. Mais voilà, ce que je disais, par exemple, dans les populations de pays à revenus faibles ou intermédiaires, ça cause quand même 3,2 millions de décès prématurés chaque année. Et ça, c'est énorme. Tout ça parce que, voilà, mais ça, c'est un problème de transition écologique. Ils ne sont pas encore passés à des sources d'énergie plus écologiques, qui sont encore au bois, au charbon, au kérosène. Et donc ça, c'est vrai que quand on le voit, enfin, surtout moi qui allais il y a quelques années, que ce soit à Cotonou, à Dakar ou en Côte d'Ivoire, enfin dans les grosses mégalopoles africaines, c'est vrai qu'on a toutes ces particules fines, ces gaz irritants, on voit bien ça aggrave tout ce qui est asthme, maladies respiratoires chroniques, et avec aussi des risques à long terme sur tout ce qui est maladie cardiaque, AVC, parce qu'il y a une inflammation systémique et un stress oxydatif qui est engendré par toutes ces particules. Et puis la pollution de l'air, notamment tout ce qui est particules fines et gaz comme le NH2 par exemple, c'est classé quand même comme cancérogène par l'OMS. Donc il y a quand même, on le sait, un vrai risque là-dessus en termes de cancer du poumon. Je repasse du coup sur le facteur 10 que j'ai identifié, qui nuit à notre bien-être dans les pays modernes, dans les pays développés. C'est vraiment le manque de sommeil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a plus tendance à avoir des vies à 100 à l'heure, quelque part. On ne sait pas s'arrêter. Et c'est vrai que le manque de sommeil, c'est un vrai problème de santé publique majeur aussi, on estime en Europe, qu'il y a environ 20% des adultes qui souffrent de troubles de sommeil chroniques. Et le manque de sommeil est associé à une augmentation du risque, pareil, de maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, dépression, hypertension artérielle. Et il y a même des études qui indiquent que le manque de sommeil peut augmenter le risque de décès prématuré de 13%. Pourquoi ? Parce que quand vous ne dormez pas bien, ou quand vous dormez mal, ou quand vous dormez peu, ça affecte vos fonctions cognitives et donc votre santé mentale. Donc voilà, c'est ce que je dis toujours, attention à bien dormir, à bien veiller à une qualité de sommeil, parce que votre corps se régénère la nuit au niveau cellulaire. Et donc, du coup, c'est vrai que, notamment s'il y a un processus de guérison qui doit se mettre en place, si la qualité de sommeil est perturbée, ça devient compliqué. Et je termine cette vidéo sur, pour moi, ce que j'ai identifié comme la conséquence négative du manque de spiritualité ou du rôle de l'ikigai. Alors là, je parle sur un plan qui est autre que physique, parce que je me suis un petit peu inspirée de en fait, tous mes ouvrages et tout ce que j'ai lu, et puis même aussi au niveau naturopathique, on ne traite, comme on a quand même une vision holistique de la personne. C'est-à-dire que moi, quand je fais une consultation avec une personne, je poserai toujours des questions sur son mental, parce que le mental, maintenant, on le sait, on est esprit et corps, et donc le mental affecte le physique. Et donc, pour moi, j'ai relevé que, contrairement à certaines sociétés, je trouve que de plus en plus, malheureusement, dans les pays développés, on a perdu, en fait, ce lien avec tout ce qui est spiritualité, ne serait-ce que des pratiques comme la méditation. Ça, on le sait, ça a un effet indéniable, mais monstre sur le système immunitaire. Le fait de méditer tous les jours, de faire du Raja Yoga, on le sait maintenant, il y a des études qui le prouvent, que ça réduit le stress,
Ça permet d'améliorer la santé mentale, ça diminue le risque de maladies cardiovasculaires. J'avais vu une dernière étude qui disait que le fait de faire... donc il y avait un professeur, il me semble qu'il était en Inde, il a fait faire... Donc il était professeur et cardiologue, pardon. Donc il a fait faire à ses patients qui souffraient de problèmes cardiaques ne serait-ce que 40 minutes de méditation par jour et how do you say reverse? Ils se sont mis en rémission de leurs problèmes cardiaques. Ils n'avaient plus de problèmes cardiaques. Et ça, c'est énorme. Et la méditation, c'est vraiment un super outil qui nous est donné pour nous connecter à nous justement avec cette connexion à soi-même, on arrive à toucher en fait à non seulement se guérir au niveau cellulaire, mais à nous reprogrammer au niveau de quand on a des pensées qui sont qui sont négatives, on en a tous, hein, mais qui sont répétitives, négatives tous les jours. Et ben justement, on arrive à calmer notre mental et à aller mieux sur le plan mental, et donc ça revient sur le plan physique. Donc j'ai envie de dire, allez-y pour plus de spiritualité, mais quelle qu'elle soit. Peut-être que ce ne sera pas vous, dans votre cas, la méditation, peut-être que ce sera autre chose qui vous fera du bien, peut-être que c'est plus du yoga, peut-être que c'est plus... je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a, voilà, il y a le bouddhisme aussi. Chaque personne peut avoir une manière unique d'exprimer sa spiritualité. Pour moi, le plus important, c'est de le faire pour maintenir vraiment cette connexion à soi qui permet aussi d'améliorer en fait le bien-être physique en fait. Et puis il y a un autre concept que j'aime beaucoup. J'ai lu le livre et je vous encourage vraiment à lire ce livre. C'est sur l'ikigai. C'est un concept japonais qui veut dire raison d'être et qui est lié à une longévité accrue. Et l'ikigai, c'est tout simplement trouver un sens et une direction dans sa vie. Et ça, maintenant, tous les experts en termes de longévité ont identifié que toutes les personnes qui, en fait, sont devenues centenaires, c'est pour ça, je pense que ça fait l'objet d'un un magnifique documentaire aussi sur Netflix, si vous l'avez. Donc notamment l'épisode du documentaire qui était tourné au Japon, et donc il parle de l'ikigai en disant que vraiment ces personnes-là avaient intégré le sens, leur direction de leur vie dans leur quotidien, et du coup elles étaient en meilleure santé, non seulement mentale mais aussi physique, parce que ça leur donne en fait une joie quotidienne de se lever tous les jours et de se dire voilà pourquoi je me lève, justement, voilà mon essence et mon sens, ma mission de vie. Et ça, c'est énorme. Ça contribue à réduire le stress et ça a vraiment des effets indéniables sur le bien-être en général. Donc, je vous encourage à vraiment trouver votre ikigai pour être plus heureux sur le plan mental et aussi en meilleure santé. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo qui en fait parlait de tous les dangers cachés de notre mode de vie moderne. Alors c'est vrai, comme on l'a vu, il y a le danger de la sédentarité, de l'excès de sucre, du tabagisme, de la pollution, enfin bon, tous ces points-là que j'ai abordés détériorent notre santé. Et donc le fait de prendre conscience déjà de tous ces facteurs-là, c'est déjà pour moi un premier pas vers un changement positif pour notre bien-être. Alors, bien entendu, ce qu'il faut faire du coup, c'est mettre en place des habitudes en termes d'hygiène de vie. C'est pour ça que je trouve que la naturopathie est vraiment salvatrice pour beaucoup de pathologies. Et on devrait même combiner, je pense, à chaque fois l'approche conventionnelle et l'approche holistique pour vraiment optimiser
le système immunitaire pour mettre en rémission les symptômes au niveau inflammatoire des maladies. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, on peut adopter chacun de nous des aliments, des habitudes saines, alimentation saine, du sport, la méditation, chérir nos relations sociales, voilà tout ça. Donc, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager, de vous abonner, de partager pour sensibiliser vos proches. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.